Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je m'adresse aux étudiants du Master Opsi que je vois mardi matin. Voilà. Donc, c'est une formation en sécurité informatique et dans le cursus, il y a une partie où on applique la data science, les techniques de la data science dans le traitement des fichiers issus de la sécurité informatique, fichiers log. Voilà. Très bien. Alors, cette vidéo, en fait, je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai fait une fois, mais pour le groupe soir, cette fois-ci, où je fais exactement la même chose, mais sous R. Donc là, je vais refaire la même vidéo, mais sous Python cette fois-ci. C'est ça l'intérêt de la faire. Comme ça vous permet, du coup, je m'adresse de manière plus générale cette fois-ci. Comme ça permettra à tout un chacun de regarder, de comparer les deux codes d'une part sous R, avec les packages associés pour faire du clustering, puisqu'il s'agit de clustering là, pour le coup, et ceux qui travaillent sous Python, avec également des outils pour faire du clustering sous Python, entre autres scikit-learn, mais aussi une librairie que m'a fait découvrir un étudiant, c'est donc Yellowbrick. Yellowbrick, c'est une librairie qui est affiliée à scikit-learn, en réalité, qui est une extension de scikit-learn, et qui est spécialisée dans la data visualisation, voilà, en machine learning. Ah bah c'est très intéressant ça, hein. J'ai découvert grâce à un étudiant du Master 1, en lisant les projets que vous m'avez rendus là, j'avais découvert ça dans un de ces codes, je me suis dit tiens, un truc que je connais pas, je suis allé voir et je trouvais ça très intéressant. Et je me suis dit, il fallait que je place ça à un moment ou à un autre. Voilà, donc bah, finalement, aujourd'hui, c'est l'occasion jamais de le placer, comme ça profite à tout le monde. Voilà, donc bien sûr, avant tout, je m'adresse aux étudiants du Master Opsi, mais cette vidéo est générique, bien sûr, hein. Elle s'adresse à tout le monde, voilà, et elle permettra, j'espère, à tout un chacun d'avancer sur la compréhension des techniques de clustering, en particulier les K-means, hein. Très bien, très bien, très bien. Donc, à ce stade-là du cours, là, de la séance, en fait, on aura fait un premier exercice sur un premier domaine. Ensuite, je fais la partie cours sous la méthode des centres mobiles, des K-means. Et là, on est dans la troisième partie où on a fait l'application. Exactement le même schéma que pour le cours du soir, hein, que je fais à 18h, hein, ce mardi également. Voilà. Mais là, au cours du soir, j'utilise R. J'utilise R cette fois-ci, hein. Très bien. Voilà, mais il y a un message fort quand même dans cette vidéo aussi, c'est que regardez l'autre vidéo, regardez cette vidéo et comparez, vous verrez que c'est exactement les mêmes démarches. De toute manière, sur le site de tutoriel, là, je mettrai une référence aux deux vidéos, hein, voilà, et je mettrai le code source en R et en Python, qui sont appliqués exactement aux mêmes données, hein. Ça permettra également à tout le monde de faire le parallèle entre les deux outils. Voilà. Très bien. Alors, en termes de tutoriel que j'utilise pour la séance, il y a cette vidéo, bien sûr, que je suis en train de faire, mais surtout, il y a aussi d'autres outils. Donc, il y a ce tutoriel-là que je diffuserai. C'est la classification automatique sous Python, où je vous montre comment on fait les manipulations. Sauf que dans ce tutoriel-ci, j'utilise deux outils principalement, hein. J'utilise deux algorithmes principalement, l'ACH et K-means. Nous, en TD, cette fois-ci, on va se focaliser que sur les K-means, hein. Voilà. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous avez plus de détails. Et l'intérêt quand c'est rédigé comme ça, c'est que j'ai plus le temps d'expliquer, hein. Voilà. Très bien. Voilà. Et dernier élément, je pars du principe que vous savez créer un notebook Jupyter, un projet sous notebook Jupyter. C'est cette vidéo-ci qui est consacrée, hein. Cette vidéo-ci est consacrée à la création, hein, d'un notebook sous Jupyter. Très bien. Allons-y alors, je vais démarrer. Donc, vous avez installé un Anaconda Python, tout va bien. Vous avez mis à jour les packages pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Voilà, et on va lancer le Jupyter Notebook. Voilà, il est là, je le lance. Très bien, donc ça démarre, voilà. Une fois que c'est démarré, qu'est-ce qui se passe? Je crée un nouveau projet, un Jupyter Notebook. Ça, je l'ai fait suffisamment de fois, il n'y a plus lieu de trop revenir là-dessus, hein. Donc, je fais File, New, Python 3. Voilà. Alors, les données qu'on va utiliser, on utilise exactement les mêmes données que sous R. Donc, j'ai failli oublier, hein. Il est là, tac, tac. Voilà, c'est les données fromage, où on a un ensemble de fromages. Tac, oula, j'ai fait une mauvaise manip. Où on a un ensemble de fromages qui sont caractérisés par des propriétés. Voilà, le sodium, la teneur en sel, teneur en calcium, la teneur en lipides et protéines. Voilà, et on a 29, hein, fromages différents. L'idée, c'est de trouver des groupes de fromages qui ont les mêmes caractéristiques, hein. C'est l'idée même de classification automatique. J'en ai déjà parlé de ça en cours. Très bien. Allons-y donc, première étape, il faut importer les données. Alors bien sûr, j'ai préparé en amont, hein, voilà le document. Là où ce serait très intéressant,
c'est que vous comparez ce que je fais là en ce moment et ce que je fais sous R. Hein. Vous mettez les deux codes en parallèle ou les deux vidéos en parallèle et suivez exactement. J'ai suivi exactement la même trame. C'est ça l'intérêt. Hein. Alors, comme je le fais habituellement, je modifie le dossier par défaut avec chdir du module OS. Ensuite, je prends Panda pour lire le fichier et je spécifie bien que le point décimal, c'est le point. Hein, au cas où il y aurait un embrouille. Alors, si le point décimal est une virgule, il faut mettre virgule, ainsi de suite. Par défaut, ici que le séparateur de colonnes, c'est tabulation. C'est le cas chez nous. Et par défaut également, il va vérifier si la première ligne représente un nom de variable. Représente les noms des variables. Une fois que j'ai chargé les données, j'affiche les informations. Donc j'exécute, voilà, effectivement, il m'a dit il y a 29 observations, c'est ce qu'on avait dû, numéroté de 0 à 28, et il y a 4 variables, hein, sodium, voilà. Alors, toujours également pour vérifier, j'affiche les premières lignes, c'est exactement ce que j'avais fait sous R, hein, donc je fais exactement le même manip. Hein. En gros, j'ai fait un copier-coller du code de R. Hein. Tout simplement, j'ai fait une traduction du code de R. Hein. Donc j'exécute, voilà, on a les premières lignes, les 5 premières lignes qui sont affichées, très bien, voilà. Alors, on voit à peu près quand même qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes unités, là, on n'a pas les mêmes plages de valeurs, là. Hein. Donc, ça montre un aspect très important qu'on fait tout le temps, qu'on fait, qui est conseillé généralement, c'est de standardiser les données. Hein. S'ils sont sur la même échelle, il n'y a pas de problème. Si les variables sont sur la même échelle, pas de souci. Dès que les variables ne sont pas sur la même échelle, il va y avoir une distorsion dans les calculs et ceux qui ont une variance plus importante vont tirer les résultats à eux. Pour éviter ça, justement, il est habituel, voilà, sauf si on veut tenir compte de la pondération des variables, il est donc, mis à part ce cas-là, il est plutôt habituel de réduire les variables et de les centrer par la même occasion. Alors, bon, déjà, j'avais parlé de ça, je ne vais pas trop mettre ça en détail parce que j'ai décrit ça dans l'autre vidéo, c'est qu'on peut afficher par groupe, là, typiquement, j'ai pris les deux dernières variables, hein, lipides et protéines, voilà, et je fais un nuage de points. L'idée, c'est de voir s'il n'y a pas des groupes possibles. Voilà. Alors bon, sans être expert en classification automatique, voilà, on peut voir là qu'il y a un premier groupe d'individus, là il y a un deuxième, peut-être deuxième, hein, là peut-être un troisième, ou bien ça fait un deuxième, et ça c'est un premier groupe, celui-là il est orphelin, peut-être, je ne sais pas, hein, voilà. Donc, sauf que les aspects visuels sont toujours très importants, ça je le dis tout le temps, hein, c'est un aspect fondamental en machine learning. Quand vous avez des données, regardez ce qui se passe, parce qu'il y a des éléments que les algorithmes n'arrivent pas à appréhender, que nous, on voit parce qu'on a une vision à la fois précise, locale et globale en même temps. Ça, c'est vraiment un aspect très important. Alors, si on veut prendre les variables par paire, hein, c'est ce que j'avais fait, voilà, je fais un nuage par paire, et pour faire le nuage par paire, je vais utiliser une librairie Seaborn. Alors, on peut le faire avec Panda. Hein. Il y a un tutoriel où je montre qu'on peut le faire avec Panda. Là, en l'occurrence, je peux le faire avec Seaborn parce que plus tard, je vais faire le même graphique, mais en coloriant les points selon les classes d'appartenance. Et c'est quand même nettement plus facile de le faire avec Seaborn. C'est pour ça que je le fais directement avec la librairie Seaborn. Donc là, j'importe la librairie Seaborn et je fais un pair plot, voilà, un scatter par paire de variables, des variables qui composent donc le data frame D. D, c'est le nom du fichier qu'on a chargé. Hein, c'est le nom de variable du data frame qui représente les données qu'on a chargées. Je ne l'ai pas dit, ça paraissait évident, mais bon, ce qui est évident, ce qui ne l'est pas, c'est toujours une question. Voilà. Et j'exécute. Très bien, donc il affiche le graphique là, voilà. Et on voit bien, ça permet de voir, donc là, typiquement, c'est la paire de variables entre lipides et protéines. C'est ce qu'on avait dans le premier graphique tout à l'heure. Voilà, là, c'est la même paire de variables, mais on a inversé l'abscisse et l'ordonnée. En abscisse lipides et en ordonnée protéines. Là, c'est le croisement entre calcium et protéines, ainsi de suite. Toujours, hein, c'est de voir, c'est des formes de régularité ou des points qui accrochent l'œil. Hein, des points ou des groupes de points qui accrochent l'œil, puisqu'on est dans un cadre du clustering. Hein, voilà. Donc là, je vois typiquement que protéines et lipides, en fait, sont relativement corrélés. C'est-à-dire que les fromages qui ont forte teneur en protéines ont aussi une forte teneur en lipides. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. C'est un élément très intéressant. Bien. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant, on a une vue globale des choses, hein, on se fait une petite idée. Voilà, on va commencer à lancer donc les algorithmes de classification automatique et en particulier les k-means. Sauf que j'avais dit que les variables ne sont pas sur la même unité, c'est ce qu'on peut voir à peu près ici. Hein. Voilà, on le voit ici intuitivement, mais bon, voilà. Donc, il faut que je vérifie réellement si effectivement on est sur les mêmes unités ou pas. Donc, je vais calculer les moyennes par variable et les écarts types par variable. Alors sous R, j'avais calculé les moyennes, mais pas les écarts types parce que c'est plus compliqué. Là, sous Python, c'est nettement plus simple pour le coup. Hein. Voilà, donc je le fais ici, moyenne par variable, paf, voilà, j'exécute.
Voilà, donc on voit bien hein, qu'on n'est pas vraiment sur les mêmes échelles, là, on est bien d'accord là-dessus. Et on le voit, enfin, en tout cas, les distributions déjà sont un peu différentes, effectivement, mais surtout, on n'est pas sur les mêmes échelles. Et effectivement, si j'affiche les écarts types, là, je me rends compte que, tac, voilà, on n'a pas les mêmes dispersions. Voilà. Donc, on va centrer et réduire les variables. Alors, dans mon tutoriel, celui que je diffuserai, hein, j'utilise un autre outil. Voilà. Mais bon, je me suis dit, en cherchant un peu, je me suis dit, mais il y a une autre manière de faire qui est plus simple en réalité, c'est d'appliquer la formule de base du centrage-réduction. C'est je retranche la moyenne et je divise par l'écart type. C'est ça le centrage-réduction. Hein. Voilà. Alors, je le fais ici. Voilà. Bon, c'est un peu un saut dans l'inconnu. Hein. Là, c'est le data frame D, des variables initiales. Ça, c'est les moyennes par colonne. Ça, c'est les écarts types par colonne. Donc, je prends le data frame D moins les moyennes divisé par l'écart type. Mais bon, je ne dis pas vraiment, là, est-ce qu'il faut faire les calculs par ligne ou par colonne, ainsi de suite. Ben, il s'est arrangé lui-même et ça marche. C'est assez extraordinaire, ça marche. Hein, voilà. Effectivement, j'ai bien les 29 individus en ligne, 0 à 28, hein, et j'ai bien les 4 colonnes. Alors bon, ça marche, ça c'est la dictature du ça marche. Hein. Non, non, non. Une fois que ça a fonctionné sans qu'il y ait un message d'erreur au wording, ce qui est plutôt positif, vérifions quand même si effectivement il a bien centré réduit les variables. C'est-à-dire que, est-ce que les moyennes par colonne sont nulles et est-ce que les écarts types par colonne sont égales à 1. Alors, voyons les moyennes. Je les fais ici. Tac, voilà, tac, tac, exécute. Voilà. Alors, c'est 0,0000 jusqu'à la 16e décimale. Hein. C'est une erreur de truncature de précision, tout simplement. On a bien 0 ici pour les moyennes par variable. Et si je calcule les écarts types, voilà, voilà, on a bien un écart type de 1. Alors, 2 secondes, parce que je suis peut-être allé un peu vite tout à l'heure. Là, donc, sur le data frame D, là, je calcule la moyenne, et le axis égal à 0 veut dire qu'on calcule par colonne. Voilà. Si j'avais mis un axis égal à 1, il aurait calculé par ligne. Ça, c'est important, ça. Et le D, c'est le data frame, et il y a une fonction rattachée au data frame, la fonction min, et là, il y a la fonction std, c'est l'écart type. Donc, c'est standard déviation. Voilà. Axis égal à 0 est très, très, très important. Hein. Si vous mettez axis égal à autre chose, il fera le calcul dans un autre sens. Là, égal à 0, c'est qu'il fait bien les calculs par variable, et c'est pour ça qu'on a bien 4 valeurs ici. Pour chacune des colonnes, une colonne, ainsi de suite. Hein, c'est un élément très important, ça. Et donc, le Z, là, j'applique exactement la même idée. Donc, c'est un data frame que j'ai en sortie, là, en réalité. Voilà, je fais les moyennes de nouveau par colonne, et les écarts types par colonne, et on a bien les informations idoines. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, alors? Exactement comme souhait, je vais faire le clustering, en appelant la méthode des Kamins. Donc, la documentation, vous le trouverez en ligne sur scikit-learn, hein, dans le tutoriel, de toute manière que j'ai mis, il y a des indications, toutes les indications qu'il faut. Donc, j'importe ici l'outil cluster de la librairie scikit-learn, sklearn, voilà. Et dans l'outil cluster, je fais appel à la classe Kamins. Voilà. Et je lui passe en paramètre le nombre de clusters. Admettons qu'on veut faire 2 classes au départ. Bon, je reparlerai hein, de la détection du nombre de classes. Très bien. Je lance les calculs. Paf, il fait les calculs, il m'a dit, ça y est, j'ai lancé les Kamins sur tes données, et on a bien 2 clusters. Hein. Donc, j'ai bien passé ici les données centrées réduites. Si vous passez le data frame D, ça n'a aucun intérêt d'avoir centré réduit les variables. Bien, on a bien centré réduit les variables, on a vérifié qu'elles sont bien centrées et bien réduites, et ensuite, je fais le fit. Très bien. Ensuite, donc, il a fait les Kamins en 2 groupes. Pour avoir les indicateurs de groupe, les indicateurs de groupe, il y a un champ de calcul, il y a un champ pour l'objet qui a été généré res, là, c'est un nom de variable res ici en l'occurrence. Hein. J'aurais pu mettre bidon ou toto, ça marche pareil également. Voilà. Et j'accède au champ ici labels avec un underscore. C'est ce qui montre bien que c'est un champ de l'objet. Voilà. Et j'affiche. On voit bien effectivement qu'il n'y a que 2 classes possibles qui sont numérotées 0 et 1. On voit que le premier individu est dans la classe 1, le deuxième individu est dans la classe 1, le troisième individu est dans la classe 1, voilà. Et il y a quelques individus qui sont de la classe 0. Alors, si on veut faire un petit bilan du nombre d'individus dans chacune des classes, voilà, j'utilise NumPy et j'appelle la fonction unique. J'aurais pu utiliser aussi dans Panda, dans les séries, il y a aussi une fonction unique. Hein. Voilà, mais bon, j'ai préféré utiliser NumPy. Qu'importe les outils, hein, le plus important, c'est de bien contrôler les résultats qu'ils vous donnent. Très bien, donc j'importe NumPy, et dans NumPy, je fais appel à la fonction unique que j'applique à mes labels, et je veux qu'il me ramène le nombre d'éléments par classe, par valeur unique. Hein. Allons-y.
Voilà, il m'a dit il y a 2 valeurs possibles dans les labels, 0 et 1. Bah oui, j'avais fait un Camins à deux classes, donc c'est bien, c'est mieux. Voilà. Les clusters qui sont indicés 0, il y en a 5 individus. Et les clusters qui sont numérotés 1, il y en a 24 individus. Voilà, très bien. Alors, bon, on va essayer de voir ce que ça donne dans mon graphique. Voilà, donc je vais créer ici un data frame intermédiaire. Voilà, donc je prends les données de D, les données originales cette fois-ci. Je le mets dans un data frame que j'appelle B, hein, B comme bateau, voilà. Et je rajoute un champ labels où je récupère les labels qui ont été générés par les Camins. Voilà. Et donc, de nouveau, je fais un pair plot avec le data frame B cette fois-ci, et je lui dis qu'il faut colorier les points selon les labels. Voilà. Allons-y. Tac. Et on va aller voir, et ben voilà. Donc, la classe qu'il a mis à part, là, on la distingue bien. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je peux là, tac. Ah, je réduis un tout petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de nouveau les points hein, par paire de variables. Voilà, on voit les groupes ici. Voilà, on voit bien. Hein. Et sur la diagonale principale, on a les fonctions de densité conditionnelle. Très intéressant. Ça permet de savoir si, quand les variables sont prises de manière individuelle, lesquelles ont le plus d'impact sur la séparabilité des clusters, des classes qui sont générées par la classification automatique, hein, par le clustering. Alors bon, pas besoin d'être prix Nobel pour voir que sur la modalité, sur la variable sodium, les deux clusters ne se distinguent pas trop. Et dans les graphiques, effectivement, on voit bien, hein, là, sur l'axe des ordonnées, hein, parce que sodium est là, on va la lire comme ça. Hein, on va lire comme ça, sodium. Sinon, vous le lisez comme ceci, sodium. D'accord, hein. Très bien en ordonnée, donc il est plutôt par là. En abscisse, on irait plutôt par là. Et on voit bien qu'on ne peut pas, sur cet axe-là, les distinguer. Sur cet axe-là, les distinguer des points orange des points bleus. Et c'est ce que résument ces fonctions de densité, qui sont très intéressantes en l'occurrence ici. Voilà. Et les variables qui semblent jouer le plus, bien sûr, c'est les variables qui sont les deux dernières qui sont là, lipides et protéines. On le voit ici, hein. Protéines, pour le coup, c'est vraiment flagrant. Il n'y a qu'un tout petit recouvrement. Voilà. Encore pas dans les points en réalité, mais dans les fonctions de densité, parce qu'il y a une forme de lissage. Hein. Quand il fait les fonctions de densité conditionnelle, là, voilà, il fait une forme de lissage. C'est pour ça que les queues de distribution là semblent se recouvrir. Voilà. Mais les points en eux-mêmes, maintenant, ils ne se recouvrent pas. Hein. Donc, protéines jouent un rôle important dans la distinction des classes, voilà, des deux clusters qui sont générés par le Camins. Et c'est aussi le cas pour les lipides. On le voit à peu près ici. Hein. C'est moins flagrant en l'occurrence ici, hein, parce que c'est plus dispersé. Hein. Mais bon, c'est pas très étonnant parce qu'on savait que les deux variables étaient corrélées. Hein. Donc, ce qui est vrai pour l'un est plus ou moins vrai pour l'autre. C'était prévisible comme résultat. Très bien. Alors, ça, c'est graphique, c'est bien quand on a 4 variables. Mais quand on a 50 variables, va faire un pair plot de 50 variables. Bah, non, c'est juste pas possible. Donc, c'est là que c'est intéressant d'utiliser un autre outil, c'est calculer donc les moyennes par groupe. Alors, dans les pandas, dans les classes pandas, il y a un outil GroupBy. Hein. GroupBy va permettre de distinguer, va scinder le data frame en sous-groupes. Voilà. Voilà, donc je crée cette variable-là, c'est une variable qui distingue les sous-groupes, que j'appelle GB, voilà, pour GroupBy. Et pour distinguer donc les sous-data frames, j'utilise donc les labels qui sont issus du Camins. Donc on va avoir des sous-data frames, voilà, discernés par ici les groupes d'appartenance aux classes. Voilà ce qui se passe. Donc là, il ne se passe rien, mais il a fait les calculs en interne. Donc ça y est, maintenant, dans GB, on a les sous-data frames. Et donc, pour faire des calculs récap par sous-groupe, je peux faire size, par exemple. Voilà, et on a bien le même résultat qu'avec NumPy. Hein. C'est mieux quand les résultats concordent avec des outils différents, on est d'accord là-dessus. Hein. Donc, il y en a 5 qui sont de la classe 0, il y en a 24 de la classe 1, et je peux calculer les moyennes par classe. Voilà, c'est un outil possible, ça permet de savoir comment elles se distinguent, les classes et tout ça. Donc, on voit que les classes 0, c'est ceux qui ont plutôt une faible teneur en protéines, une faible teneur en lipides. Voilà, et c'est bien ce qu'on voit ici. La classe 0, c'est là où il y a 5 individus, c'est les bleus, là. 5 individus, les bleus, là, faible teneur. Et la classe 1, où il y a 24 individus, voilà, c'est ceux qui ont une forte teneur, ainsi de suite. Voilà. Alors, les moyennes, c'est bien, mais on voit bien que ça peut être trompeur. Parce que ici, les écarts absolus, là, on dirait qu'ici, c'est plus important. Mais n'oublions pas que la variance est plus élevée sur ces variables-ci. Hein. Donc, ça permet
aussi de faire une interprétation, il faut être très prudent par rapport ici aux moyennes absolues. Il faut être très prudent parce qu'on a des problèmes d'échelle ici. D'où l'intérêt du graphique aussi. D'où l'intérêt du graphique. Ou bien, il faudrait faire le group by sur la variable, sur le data frame Z cette fois-ci, pour pouvoir faire des comparaisons. Il y a des outils pour ça. Hein. Il y a des outils qui permettent de voir la distinction, le rôle des variables dans le clustering. Il y a le rapport de corrélation. Si on le prend de manière individuelle, il y a des rapports de corrélation qu'on peut utiliser. Et pour voir les groupes eux-mêmes, donc la distinction des groupes par rapport aux autres, il y a la notion de valeur test, qu'on voit dans le livre de Lebar, Bruno et Piron. Excellent livre par ailleurs. Très bien. Alors, bon, ok, mais arrive toujours l'arlésienne de la classification automatique. C'est comment détecter le bon nombre de classes. Parce que bon, il a fait 2 classes, j'ai dit 2 classes, mais peut-être qu'il n'a pas raison, peut-être que j'ai tort de mettre 2 classes. Comment faire ça? Et donc, c'est ce que j'expliquais en cours, c'est qu'il y a un outil très simple, c'est qu'on va tester les différentes solutions possibles. Et on va augmenter graduellement le nombre de classes, de clusters, et il y a un point d'inflexion dans cette. On a la courbe de l'inertie intraclasse. Hein, j'ai expliqué ça en cours, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Voilà. On a donc l'inertie intraclasse qui est un indicateur de pureté des classes, en réalité, des clusters. Et l'idée, c'est que quand je rajoute une classe supplémentaire, est-ce que j'améliore significativement donc la qualité de la partition quantifiée par l'inertie intraclasse? C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Et donc, on a une courbe là, décroissante, parce qu'à chaque fois que je rajoute des classes, ça fait toujours baisser parce que c'est de plus en plus pur. Hein. Si j'ai un point par cluster, là, on est 100% de variance expliquée, d'inertie expliquée. Là. Et on sait très bien que ça n'a aucun sens. Donc, l'idée, c'est ça. C'est qu'on augmente gratuitement le nombre de clusters et on regarde à partir de quelle étape, voilà, donc l'adjonction d'un cluster supplémentaire n'augmente pas la part d'information expliquée. Significativement, donc la part d'information n'augmente pas significativement. Le significativement est très important, hein, parce que ça augmentera toujours, mais est-ce que ça augmente suffisamment? D'où la fameuse recherche du coude. Très bien. Alors, sous R, la solution que j'ai préconisée, j'ai fait une boucle for et j'ai lancé les camins en faisant un varié for de K à 1 à 10. J'aurais pu faire ça en Python. Dans le tutoriel que je vous diffuse là, et rédigé cette fois-ci, il y a bien cette solution-là. Mais voilà, grâce à l'étudiant qui a fait son projet là, qui a attiré mon attention sur cet outil-là, je me suis dit tiens, je vais utiliser donc YellowBrick. YellowBrick, hein, je montre encore une fois, c'est une extension de scikit-learn qui permet de faire de la data viz sur les modèles issus du machine learning. Voilà, très bien. Alors, bien sûr, il fallait l'installer. Donc, moi, je l'ai installé. Hein, donc, vous, il faudrait l'installer. Hein. Il faudrait faire pipe et tout ça. Sur le site, c'est expliqué. Hein. Je reviens dessus, là. Sur le site, vous regardez, il y a comment l'installer et tout ça. Hein, voilà. Je n'ai pas prévu de montrer ça, mais sur le site, il est là. Voilà. Et regardez l'installation. Voilà. Vous faites un pip, tout simplement. Vous allez sur le PowerShell. Vous faites un pip, ça l'installe et tout ça. Mais il faut fermer, bien sûr, d'abord le notebook. Hein. Donc, vous fermez le notebook. Il est sauvegardé tout le temps. De toute manière, vous le sauvegardez, tout ça. Comme ça, vous revenez dessus par la suite. Voilà. Donc, vous installez YellowBrick. Une fois que c'est installé, vous relancez de nouveau le Jupyter Notebook. Voilà. Vous ouvrez votre projet. Vous relancez tout. Voilà, pour être sûr. Hein, run all. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr. Et donc, arrive l'outil qui permet de le faire. Alors, allons-y. Alors, dans YellowBrick, donc, je l'importe avec l'outil KElbow Visualizer. Donc, c'est la recherche du code dans la visualisation dans les camins. Si j'explique ça, si je traduis ça. Qu'est-ce qu'il prend en paramètre cette classe-là? Il prend en paramètre, donc, ici, l'objet que j'ai utilisé pour lancer des camins. Là, les différentes valeurs de K que je vais utiliser, que je vais tester, donc le nombre de classes que je vais générer de 1 à 10. Et donc la métrique que je vais utiliser, il y a différentes métriques possibles. Celle qu'on va voir nous, c'est l'inertie interclasse. Donc il appelle ça distorsion avec un T. Avec un T, hein. Je suis en anglais. Voilà. Très bien. Et en fait, c'est l'inertie intraclasse, tout simplement. Voilà. Et timings, en fait, c'est que vous le mettez à true, il affiche les temps de calcul. Si vous le mettez à false, il n'affiche pas les temps de calcul. Le temps de calcul, je ne vois pas trop l'intérêt ici, vu la taille de la base en plus, de toute manière, donc je ne m'énerve pas trop là-dessus. Voilà. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Donc, timing, c'est temps de calcul, et rajoute une courbe supplémentaire dans le graphique. Bon, je n'ai pas envie de ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le graphique de la décroissance de l'inertie intraclasse pour voir si, quand je rajoute une classe, ça baisse significativement ou pas. Donc, j'exécute, ça y est, c'est instancié, voilà, c'est initialisé, et après, je lance le calcul. Voilà. Il calcule. Alors, il faut bien faire attention. Ma version de scikit-learn, là, c'est la 0.23 et quelques. Voilà. Apparemment, et je viens de mettre à jour. Donc, je suis sûr que je suis à jour. Là, j'ai fait Conda
update conda. Donc, je suis sûr que j'ai à jour. On est le 29 janvier, là, 11h21. Voilà. Très bien. Il est en train de dire là qu'attention, le cas Elbow Visualizer, là, il peut y avoir un souci de connexion avec scikit-learn à partir de la version 0.24 de scikit-learn. Voilà. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Donc, vous, si vous reproduisez mon tutoriel là, et que vous avez une version très récente de scikit-learn, il faudrait aussi s'assurer d'avoir une version très récente de Yellowbrick, hein, parce que, voilà, on voit bien, hein, c'est très important ça. Hein. Il y a beaucoup de changements tout le temps dans scikit-learn. Hein, ça, il faut être très, très prudent là-dessus. Très bien. Alors, ça, du coup, on a ce qu'on a. Hein, ici, donc c'est l'inertie expliquée. Je l'ai fait sur Z. Hein, je pensais sur des variables centrées réduites. Hein. Voilà. Quand on n'a qu'un seul cluster, quand on a deux clusters, quand on passe de 1 à 2 clusters, on a un gain d'information très élevé. Quand on passe de 2 à 3, il y a un gain d'information toujours, hein, moins élevé que de 1 à 2, mais il y en a toujours, il semble intéressant. Et quand on passe de 3 à 4, on arrive sur une sorte de plateau d'asymptote, si vous voulez. Hein. Voilà. Là, on est sur un plateau. Là. Voilà. Quand on passe de 7 à 8, typiquement, bon, ça ne donne rien, ainsi de suite. Ah, il n'a pas pris le 10 parce que j'ai mis 10 en dernier. J'aurais dû mettre 11 pour qu'il fasse les 10. Donc, il a fait de 1 à 9. Là. Voilà, parce que j'ai mis de 1 à 10. Il ne prend jamais la dernière valeur ce Python. Très bien, et voilà. Et donc, il me dit, cherche le coude, là, il a un petit algorithme maison, c'est pas facile, j'ai testé moi-même plein de solutions, avec les demi-tangentes, avec le dérivé première, avec les formules d'interpolation qui sont dérivées après, avec des polynômes, c'est très compliqué. Bon, lui, il a une solution, il faudrait lire la documentation, comment il fait trouver cette solution-là, mais en tous les cas, avec les solutions qu'il propose, il propose 3, c'est qui, avec notre œil, ça jouait de toute manière entre 2 et 3. Voilà. 2, ça paraît une solution. 3 aussi, ça paraît une solution viable. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, s'il me propose 3, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je relance le clustering avec 3 classes, avec 3 clusters. Vous avez vu, hein? Donc, rest bis ici, cluster K-means n égale, voilà. Je fais de nouveau le fit là, sur les données toujours centrées réduites. Tac. Et ensuite, je fiche le résultat, voilà, dans les graphiques plans pour voir comment se situent les classes. Donc, de nouveau, je recrée un data frame B, je rajoute le label de RESTBIS cette fois-ci, parce qu'on a bien 3 classes. Je fais pair plot de 6 bornes, voilà. Sauf que quand je l'ai lancé par défaut, les couleurs ne me plaisaient pas trop. Bon, goût et les couleurs, hein, bon, très bien. Donc là, moi, j'ai dit, mets la palette. Quand c'est la classe 0, tu mets bleu. Quand c'est la classe 1, tu mets vert. Et quand c'est la classe 2, tu mets rouge. Voilà. C'est vraiment de la coquetterie, là, pour le coup. J'exécute, paf, voilà. Et une fois que c'est exécuté, on a bien les graphiques, c'est pas mal, hein, bleu, rouge, vert, voilà. Et on voit bien que 3 classes, ça paraît aussi viable. Et toujours la variable qui distingue le mieux, en réalité, hein, c'est protéines. Mais on voit également que là, sodium commence à jouer un rôle si on distingue en 3 classes. Vous avez vu, hein? Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous aurez vu la vidéo avant. Voilà. Comme ça, bah, vous faites le TD directement. Ce n'est pas le même fichier. Voilà, c'est pas le même fichier qu'on va utiliser. Hein. Donc, non, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de mon code. Ça n'a aucun intérêt, ça. C'est un autre fichier. C'est à peu près la même trame, mais avec des particularités qui sont propres au fichier que vous traitez. Voilà. Ça, c'est un premier message. Un deuxième message plus global cette fois-ci, aux deux groupes, hein, groupe 1 et groupe 2. Ce serait bien que le groupe 1 voit le code de R, la vidéo où je montre le code, la même idée mais sous R, et ce serait bien que le groupe 2 voit ce qui se passe avec le groupe 1, où je fais sous Python cette fois-ci. Hein. Avoir la double compétence R et Python, c'est tout à fait facile. Si moi j'y arrive, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Voilà, voilà. Excellent travail à tous. Et moi, je m'arrête là.